Alors, bienvenue pour cette 376e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Jean-Christophe Folly pour son premier roman Benoît Blues aux éditions Mémoire d'Encrier. J'essaye de pas cacher le logo, qui seront évidemment représentés par le légendaire Rodney Saint-Éloi, fondateur de la maison, et de Sophie Barthélemy, qu'on connaît aussi particulièrement bien, puisqu'elle a aussi l'habitude de participer aux rentrées littéraires pour présenter les ouvrages qui arrivent, qui est relation libraire, mais qui est finalement le couteau suisse de la maison, qui a différentes casquettes. Et ils vous présenteront tous les deux, si on a du temps, mais je pense qu'on en aura peut-être un peu, les prochaines parutions à venir et celles qui viennent de sortir en France aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors, bonsoir à tous les trois et bonsoir Jean-Christophe. Vous êtes comédien, vous avez touché évidemment au cinéma, au théâtre, des arts qui sont plutôt oratoires et vous créez la compagnie Shajar Shams en 2017. J'espère l'avoir bien prononcé. Cela étant, j'aimerais que vous parliez finalement de cette transition entre ces différentes casquettes. Comment on décide de passer à l'écrit, de la difficulté peut-être d'avoir un changement finalement de média, de corps. J'imagine qu'il y a des ponts qui se créent et qui vont se créer entre vos différents métiers, mais j'aimerais vraiment savoir comment vous avez déjà attaqué l'angle littéraire. Bah, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ému, quoi, merci. Et, et en fait, non, bah, moi, j'ai un peu toujours écrit, j'écris depuis, je sais pas, depuis que j'ai 10 ans, 12 ans, donc l'écriture a toujours fait partie de ma vie, et peut-être même plus que le théâtre, déjà, ou le cinéma ensuite, quoi, donc je viens, ouais, ça n'a pas été une difficulté pour moi. Enfin, vu que j'ai toujours écrit, j'ai pas ressenti de transition compliquée, quoi. Après, la transition un peu compliquée, c'est de justement parler de mon livre, parce que voilà, c'est un peu la première fois que je le fais là. J'ai pas trop l'habitude de parler de ce que j'écris, mais j'ai toujours écrit, presque. Alors, et qu'est-ce que vous aviez écrit justement, Jean-Christophe? Est-ce que ça se rapprochait de ce premier roman? Est-ce que vous étiez sur des formes plus courtes, sur de la poésie potentiellement? On ressent dans votre roman différentes choses. On ressent beaucoup de nostalgie, on ressent beaucoup d'amour aussi, beaucoup de tendresse, beaucoup d'acuité sur le monde et sur la société. Il y a beaucoup de thématiques qu'on va aborder tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous écriviez finalement avant ce premier roman? Est-ce que c'est quelque chose qui a germé depuis longtemps ou au contraire, c'est un véritable one-shot qui s'est créé en vous? Bah, pour le roman, par rapport à ce roman précis, Benoît Blues, ouais, c'est plus un côté one shot, même si j'ai tendance à penser que, je sais pas, peut-être depuis une quinzaine d'années, j'aime bien écrire, voilà, des récits particuliers à la première personne et tout ça. Mais avant, au tout début, ouais, j'écrivais des poèmes, quoi. J'aimais bien essayer de faire des rimes, ça m'amusait, quoi, quand j'étais gamin. Et puis après, bah, je fais partie d'un groupe de rock pendant 10 ans. On s'est rencontrés au lycée et tout ça avec les potes et tout. Et puis du coup, j'écrivais les textes, quoi. Donc il y avait beaucoup de chansons. Et après, j'aimais bien écrire ouais, des récits. Ouais, souvent des récits. Je dis récits parce que je pouvais pas dire que c'était des romans, quoi. Mais bon, voilà, je les finissais, mais je les retravaillais jamais, quoi. Voilà, et puis je les envoyais à quelques potes. Et voilà, qui les lisait, qui me faisait des retours, mais voilà, c'est comme ça. Disons que j'écrivais un peu sous toutes les formes, sauf sous celle du théâtre. Et c'est là qu'est intervenu Rodney Saint-Éloi, puisque le texte a transité par différentes strates. Rodney, tu as découvert ce texte. J'aimerais que tu nous parles finalement de la découverte du texte, la découverte de Jean-Christophe aussi. Quel ressenti tu as eu à la lecture de ce texte? Et j'ai l'impression aussi, puisque Jean-Christophe le dit dans la postface, que tu es revenu vers lui à un moment donné, après plusieurs années. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le travail enfin commence et que la publication ait lieu? N'oublie pas de rallumer ton micro, Rodney. Rodney, est-ce que c'est bon pour... Tu peux rallumer ton micro? Merci. C'est bon, Là, vous parfait. m'écoutez là. Excusez-moi, hein. Je disais bonjour, bonsoir.
Je suis très, très heureux de vous retrouver. Et c'est pour répondre à la question, c'est que Jean-Christophe travaillait avec une éditrice à mémoire d'encrier qui s'appelait Afef. Et Afef, entre-temps, est décédé. Donc, ce texte est pour Afef, pour l'éditrice Afef qui était tunisienne. C'est pratiquement une réponse à un livre qu'on a publié à Mémoire d'Encrier sur la question du racisme, sur la question identitaire qui s'appelle Blanche. C'est une amie, Catherine Blondeau, qui a écrit Blanche pour dire comment elle a découvert le racisme en Afrique du Sud. Et pour Afef, il devait y avoir une contre-danse à la danse de Catherine. Et cette contre-danse, c'est Benoît Blues. Donc, elle a beaucoup travaillé avec Benoît Blues. Et puis, quand elle est décédée, donc j'ai hérité du livre. Mais j'avais peur de lire le livre puisque Afef était tellement enthousiaste sur le livre et j'ai très peur en édition de l'enthousiasme. Quand quelqu'un dit ce roman est un chef-d'œuvre, ce livre, etc. Donc, ça me fait vraiment peur. Donc, j'avais vraiment peur de lire Jean-Christophe. Mais puisque Afef est décédé, donc je n'avais pas le choix que de vraiment d'accueillir le livre et de développer ma propre altérité par rapport à ce livre. Et je pense que c'est un livre qui cadre bien à tout ce qu'on pose comme question à mémoire d'encrier. Et une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est que les questions identitaires sont très, très gommées dans Benoît Blues, c'est-à-dire que tout le monde se dit au départ qui est noir, qui est blanc, qui est ci, qui est ça, c'est que la question de couleur n'est pas du tout posée. Donc, on voit des amis, on voit des conditions qui sont en présence, mais on ne sait pas, il n'y a pas de manifeste, ni de manifeste noir, ni de manifeste blanc, ni de manifeste arabe. Il y a une condition humaine qui est déployée dans une diversité de tons, dans une diversité de formes. En fait, là où j'ai beaucoup peut-être travaillé avec Christophe, c'est sur la question de voix. C'est un texte où j'ai l'impression qui est écrit avec la voix, parce que Jean-Christophe travaille beaucoup comme comédien et je pense que c'était sa force. Et pour moi, la force du texte, c'est l'oralité du texte. Et pour comprendre le texte, ça va vite. Il y a un rythme très jazzé dans le texte et qui rappelle beaucoup un écrivain qu'on a publié à Mémoire d'Encrier, que ce soit au niveau thématique, c'est Jean-Claude Charles et le livre référence, c'est Manhattan Blues. Et puis, on a fait les connexions. Et puis, c'était étrange parce que Christophe n'avait pas lu Jean-Claude Charles. C'est après que Christophe a lu Jean-Claude Charles. Donc, je pense que j'aime beaucoup, à Mémoire d'Encrier, quand on publie un livre, qu'il y ait des vases communicants, qu'il y ait des fenêtres, que le livre ouvre des fenêtres sur d'autres livres chez Mémoire d'Encrier. Mais le problème que j'ai eu, comme c'est un livre en fait, qui se passe. Et c'est un livre qui se passe et qui résonne beaucoup avec la génération Black Blamber. Donc, il fallait trouver des gens qui ont vécu ce moment. Il fallait contextualiser le livre. Donc, c'est pourquoi, en fait, Sophie Barthélemy l'a lu. Il y a beaucoup d'amis qui sont en France qui l'ont lu, des amis de Jean-Christophe aussi. On a eu on a eu leurs réactions et qui ont enrichi cette parole-là. Et comme on est diffusé par Gallimard au Canada, donc au Canada, on a eu aussi l'apport des Français qui ont vécu la fin des années 80 et qui ont beaucoup questionné aussi ce livre. Donc, je voudrais dire merci à Jean-Christophe parce qu'il y a une élégance dans son travail, une lenteur, et qu'il reprend ça phrase après phrase. C'est un livre qui a été vraiment reprise. C'est un livre qui a été vraiment repris phrase après phrase.
simplement parce qu'il devait y avoir une mise en bouche, parce que Christophe est comédien. Je ne voudrais pas qu'il essaie simplement de devenir écrivain en cessant d'être comédien. Je ne voulais pas qu'il y ait une espèce de cassure. Je voudrais qu'il reste comédien et j'ai l'impression, en lisant le livre, j'ai l'impression d'écouter les voix et d'écouter du jazz. Et j'aime beaucoup cette manière d'écriture et qui est et ce que Jean-Christophe est. Et évidemment, alors, Jean-Christophe, la parole est à la défense positive. C'est à vous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bah non, bah merci beaucoup Rodney. C'est émouvant, c'est très fort. Après je pense que oui effectivement pour me feinter, enfin je fonctionne beaucoup comme ça quoi, j'essaye de me faire des feintes pour pas être pour pas être conscient de ce que je suis en train de faire parce que sinon j'ai l'impression d'y perdre du plaisir et donc du coup par rapport au métier de comédien, c'est vrai que je j'ai pas conscience que de l'oralité et tout ça. Après, c'est vrai que Rodney me disait beaucoup l'an dernier sur la réécriture de le lire à voix haute, quoi. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui au bout d'un moment, doit être ancré en moi, le fait de chercher voilà, au niveau de la rythmique et tout ça. C'est pas, je fais pas d'efforts conscients, quoi, mais oui, oui, ça, bah, merci beaucoup. Ouais. Et je plus sois évidemment aux propos de Rodney sur l'oralité, puisque on sent aussi la puissance des dialogues. Les dialogues sont extrêmement fins, surtout lucides, réels, réalistes, et c'est pas toujours le cas en littérature, et encore moins dans un premier roman où certains ont tendance à peut-être forcer le trait. Je trouve qu'il y a une grande subtilité, une grande maîtrise, une grande expérience en vous qui est assez admirable pour un premier roman. Tout ça pour vous demander, finalement, vous disiez que vous n'aviez pas fait d'effort conscient sur l'écriture, ce qui paraît assez fou. Et en même temps, je me demande si la musique, alors le blues du titre est un léger leurre, on pourrait dire, puisqu'il a plusieurs définitions aussi. Il est davantage pris peut-être dans le sens blues nostalgie, blues morosité. Même si c'est de la morosité différente. Bref, ce que j'aimerais savoir, c'est si la musique vous accompagne. Il y a une liste de musiques qui sont citées dans le texte. Comment vous travaillez en musique? Est-ce que la musique arrive à se superposer à vos mots, une sorte de strate littéraire, strate musicale puis littéraire? Est-ce qu'il y a la rythmique? Est-ce qu'elle vient de là? Ou est-ce qu'elle vient au contraire des punchlines que vous lancez, que vous faites dire à vos personnages? Il y a beaucoup de vannes, d'époque notamment aussi. On s'y retrouve quand on est de la même génération, c'est évident. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir comment vous cultivez le mot finalement, comment vous le travaillez, comment vous le poncez. Au niveau de la musique, ouais, j'écoute énormément de musique, quoi. Je suis vraiment mélomane, j'en écoute vraiment tout le temps. Ouais, c'est hyper important pour moi. Et après, ouais, pour écrire, ouais, j'écoute aussi beaucoup de musique, pas en français. Enfin, à partir du moment où il y a quelqu'un qui chante ou qui rappe en français pendant que j'écris, c'est plus compliqué pour moi parce que c'est comme si ça me détournait, quoi. Mais sinon, j'écoute vraiment de tout. Et étonnamment, pas beaucoup de blues, quoi. Enfin, à part R.L. Burnside, que j'aime beaucoup, quoi. J'écoute pas tant de blues que ça. Mais ouais, j'ai besoin d'avoir d'avoir de la musique avec moi pour écrire. Et au bout d'un moment, je pense que, je sais pas, c'est comme si je me mettais un peu en dehors, ou comme si je voyais un peu en dehors et que je voyais des gens en train de discuter, notamment au niveau des dialogues. Et puis ça se met en place, quoi. Il y a au niveau des vannes, justement, enfin voilà, pour que ça, pour que ça pulse, bah voilà, c'est plus de regarder, quoi. Enfin, il y a tel mot qui va faire que voilà, ça va exploser et tout. Et puis j'ai l'impression de me mettre dans la situation. Alors peut-être que ça vient du théâtre, quoi, mais oui, oui, c'est le fait d'avoir de la musique dans les oreilles fait que je transite vers la musique des mots. Mais encore une fois, ouais, sans m'en rendre compte, quoi. Il n'y a pas tant je suis pas à la recherche du mot parfait, tout ça. Enfin, ça vient un peu
automatiquement, il faut que ce soit ce mot-là. Et puis voilà. Puis après, je sais que bon, on a pu me le reprocher parfois qu'il y a des trucs qui sont un peu, ouais, qui peuvent être un peu vulgaires ou je sais pas quoi, mais en même temps, faut que ça sorte comme ça, quoi, parce que, ouais, parce que je sais pas, ça m'est venu, donc il faut que ça reste comme ça. Et voilà, c'est un truc qui est un peu, c'est comme si j'étais écrit, quoi, pour citer Ferré. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de trop vulgaire, en tout cas pas plus vulgaire que ce qui se passe actuellement ou depuis d'innombrables années. Pour le coup, il n'y a véritablement aucune vulgarité exacerbée. J'aimerais que vous nous parliez finalement de la genèse de ce moment clé de la création de Benoît Blues. Beaucoup de premiers romans sont écrits souvent avec un côté extrêmement personnel, intime. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans Benoît Blues? Sans être trop intimiste, bien entendu, mais quel est le point de départ? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est l'Afrique? Qu'est-ce qu'il y a derrière la première image, le premier déclenchement? Est-ce que c'est le deuil? Euh, Qu'est-ce qui déclenche Benoît Blues? Alors, consciemment, enfin voilà, je parle consciemment et après inconsciemment, quoi, mais en tout cas, consciemment, ce qui a déclenché, je pense, c'était bah, en fait avec un grand ami, voilà, on avait l'habitude d'écrire des histoires et puis il y avait toujours le héros s'appelait toujours Benoît. Et voilà, on a écrit des, je sais pas, des petits courts-métrages ou des nouvelles et tout ça. Puis à chaque fois, le héros s'appelait Benoît. C'était un peu comme un leitmotiv, quoi. Et puis, et donc, c'était un jour où je jouais dans les Karamazov, donc c'était en 17, je crois, 2017. Et puis voilà, c'est un spectacle qui durait 5 heures, et puis du coup, j'avais un peu le temps d'écrire, parfois en coulisses. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce truc, voilà, la nouvelle de la mort de Benoît nous bouleverse à tous. C'est né de ça. Le premier mot, je l'ai posé il y a un petit moment, quoi. Et après, bah, j'ai quand même, ouais, j'ai pris plaisir à, voilà, à développer cette histoire, mais j'aimais bien me dire qu'il se passait quelque chose, mais que je savais pas trop où ça allait aller. Et ce qui l'a déclenché, ouais, c'est un peu de se perdre. Ouais, voilà, on va s'arrêter sur le consciemment, on va parler inconsciemment. Je pense qu'il y a, j'ai été assez marqué, et je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais j'ai été assez marqué par ce qui s'est passé en 2015, voilà, avec tous les attentats et tout ça. Et puis, parce que c'est bah, pas tant par les attentats que par l'impact que ça a eu sur la population française et en général et en particulier parisienne, quoi. Et puis voilà, puis du coup aussi toutes les histoires d'appartenance, de voilà, d'où on vient, de classe sociale. C'est quelque chose qui m'habite quand même, quoi, dans ce que j'écris, dans les histoires qui peuvent me toucher, de gens que je rencontre. Voilà, partout dans les bars et tout. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque. Et donc, je pense qu'inconsciemment, Benoît, c'était un peu pour en parler, et puis un peu comme voilà, comme une espèce de déclaration d'amour à toutes ces personnes qui sont perdues et voilà, qui savent plus trop qui elles sont, et voilà, qui vivent malgré tout. Et voilà, je pense qu'il y a un hommage à ça, quoi. Et aussi, je pense, voilà, à des personnes que j'ai pu perdre, voilà, et qui ont compté pour moi à différents moments de ma vie. Et voilà. Mais j'y pensais pas forcément en l'écrivant. Encore une fois, ouais, j'ai essayé de me feinter. Très bien. Alors, pour rapidement faire un bref résumé, on va pas aller trop loin dans l'histoire parce qu'il y a une troisième partie qui fait apparaître un personnage inattendu. Donc, on va parler plutôt des deux premières parties. La troisième partie est plutôt courte pour le coup. Les deux autres parties sont beaucoup plus centrales. Ce qui m'a véritablement bouleversé et intéressé, c'est que vous mettez toutes les thématiques en filigrane. Il n'y a aucune thématique qui apparaît véritablement frontalement. Que ce soit le racisme, Rodney en a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le racisme est une sorte de main invisible, une sorte de nébuleuse que vous mettez en avant, mais de manière extrêmement subtile, sans jamais en faire un sujet finalement. C'est en tout cas pas un sujet principal. J'aimerais bien que vous nous parliez finalement de cette volonté de tout rendre si subtil, de tout rendre si fin finalement. Waouh, bah, merci beaucoup. Ouais, c'est chouette si vous avez ressenti ça. Bah, en fait, non, c'était surtout parce que dans la vie, enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression on n'est pas toujours impacté. Enfin, en tout cas, c'est sourd, notamment en France ou, voilà, ou à Paris. Le racisme, voilà,
il est vécu de manière un peu sourde, à part voilà, des contrôles, contrôles d'identité ou je sais pas quoi, mais c'est plus des regards, des trucs sur nous, mais qui sont un peu impalpables et qui sont un peu invisibles. On peut pas dire ah, cette personne m'a mal regardé ou à ceci ou à cela. Enfin, et que ce soit voilà, pour la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou je sais pas, ou le genre, et c'est difficilement perceptible. C'est là sans vraiment exister. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi cette volonté de, ouais, de rendre un peu ça réel, enfin en tout cas dans le bouquin, quoi, de parler de cette chose qui est pas censée exister, qu'on ne voit pas et qui peut rendre parfois parano, alors qu'en fait elle est très présente et qu'elle finit par nous, voilà, nous angoisser et puis voilà, pour nous faire du mal, quoi. Donc je pense que c'est ça, c'est un peu, c'est c'est impalpable. C'est difficile à saisir. Voilà, c'est insaisissable. Et je pense que ouais, peut-être que j'ai voulu rendre compte de ça, quoi. C'est pas aussi simple, quoi. On peut pas dire que voilà qu'il y a du racisme. On peut pas vraiment dénoncer. C'est un peu impalpable dans la vie de tous les jours, hein. Après, voilà, j'imagine sur les téléphones, sur ce qu'on peut lire sur Internet. Voilà, on s'en rend bien compte, quoi. Mais les regards, voilà, la vie de tous les jours, c'est imperceptible. Et donc, je pense qu'il y a aussi peut-être cette volonté-là de retranscrire ce côté imperceptible, quoi. Alors, on va parler de ces deux personnages principaux, même s'il y en a, ils sont tous principaux parce qu'ils ont tous un rôle finalement, qui soit direct ou indirect, mais c'est Geoffrey qui est le narrateur. Benoît et Geoffrey sont deux meilleurs amis qui, dans le Paris des années 80-90, sont inséparables. Il y a évidemment aussi un troisième ami qui aura une part de responsabilité aussi dans dans ce trio. Le problème, c'est que Benoît se suicide d'entrée de jeu, on le sait, hein, il y a pas de mystère. Pour le coup, se suicide dès le début du livre. Et ensuite, Geoffrey va essayer de comprendre finalement pourquoi ce suicide intervient, pourquoi cet être qu'il a perdu de vue déjà depuis de nombreuses années, euh, pourquoi a-t-il fait ce geste? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui vous fascine, entre guillemets, hein, bien sûr, dans ce geste du suicide, dans cette volonté de mettre fin à ses jours? On pourrait l'entendre aujourd'hui dans une situation où tout est extrêmement difficile, conflictuel. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a voulu faire parler une thématique, en tout cas quelque chose, un acte qu'on peut difficilement comprendre aussi quand on n'est pas forcément impacté? Est-ce qu'il y a une thématique sur le suicide dans ce livre-là? Est-ce que ça fait partie de vos envies de développer cet acte-là? Non, non, je dirais. Est-ce que vous dites dès le début du livre que tout le monde ne réagit pas de la même manière au deuil, par exemple? La notion de deuil et de suicide vont de pair, finalement, dans ce roman-là. Est-ce qu'il y a véritablement une envie de développer tout cela? Je pense qu'il y a surtout une envie de parler du trop-plein de vie et d'émotions contradictoires et qui finissent par nous dépasser. Et donc, peut-être, voilà, par rapport à Benoît, quoi, cette envie justement d'en finir parce que c'est plus possible, comme un trop plein de vie, mais j'ai pas pensé à développer non, le thème du suicide. Je pense que c'est plus quand, ouais, voilà, quand il y a trop de vie et d'émotions contradictoires qui nous dépassent, et justement, ouais, de chercher à comprendre ce geste. J'ai pas de point de vue sur le suicide et tout ça. Enfin, et je me dis, enfin voilà, pour avoir connu des personnes à qui, voilà, qui ça a pu arriver, bah, c'est vrai que ouais, c'est assez vertigineux. Et puis de pas avoir été là au moment où, voilà, où ça basculait, et tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ces personnes, essayer de réfléchir à ça. J'ai plutôt tendance à poser des questions plutôt que de donner des réponses, quoi. Donc, j'ai vraiment pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a intéressé de réfléchir à voilà, ce truc de trop plein de vie qui fait qu'on bascule parce que c'est trop vertigineux. Et Geoffrey, justement, pour comprendre, va ouvrir des carnets laissés par Benoît. Et donc, on va tout au long du roman, finalement, ou presque, être ballotté entre les deux versions, entre la version de Geoffrey et la version de Benoît, ou en tout cas l'œil à travers lequel Geoffrey voit Benoît. Donc vous avez voulu multiplier les voix pour leur donner finalement quasiment part égale
dans le récit. C'est quelque chose qui montrait aussi que même on est finalement celui qui a quasiment le plus de place, c'est celui qui est décédé. Il est beaucoup plus présent alors qu'il n'est plus là. On a l'impression qu'il a même la place la plus importante. Il est quasiment un narrateur indirect. Qu'est-ce que vous vouliez orienter ou en tout cas équilibrer les deux narrations? Comment vous avez organisé tout cela? Bah, ça s'est fait, ouais, c'est vrai, j'en parlais il y a quelques temps, mais en fait, bah, moi j'écris à la main, donc avec un stylo plume et tout ça, j'ai dans un carnet, et donc vraiment dans l'ordre voilà, chronologique du roman. La première mouture, c'est vraiment, on va voilà, du début à la fin. Il y a pas eu de telle partie que je mets à tel endroit et tout. Et en gros, c'était un peu un équilibre en moi, peut-être par rapport à la musique ou par rapport au ressenti. Je parlais, voilà, il y avait Geoffrey qui avait la parole, et au bout d'un moment, je sentais que Benoît était loin et que j'avais voilà, le besoin de le faire réapparaître. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui donnais la parole, en fait. Et quand Benoît, au bout d'un moment, parlait trop, que ça devenait un peu trop fort, que ça me touchait trop, bah, je rebasculais vers Geoffrey. Ça a été des allers-retours un peu comme ça par rapport à mes sensations. Mais il n'y a pas eu ouais, pas eu de calcul, c'est vraiment un truc un peu instinctif, si j'ose dire, quoi, qui a fini par créer un équilibre, je pense. À un moment donné, dès le début du livre, d'ailleurs, vous changez les prénoms, entre guillemets, le narrateur change les prénoms avec cette importance de prendre ses distances par rapport à la vraie vie. Donc les prénoms sont modifiés. Est-ce que vous vous êtes posé aussi la question de la distance, de la mise à distance du récit par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a une véritable mise à distance de l'auteur et de l'homme que vous êtes? Ouais, carrément. Ouais, ouais, je peux pas dire que je suis tel ou tel personnage. Ou alors, je peux dire que je les suis tous et toutes. Ouais. Enfin, je sais pas combien de personnages il doit y en avoir peut-être je sais pas, une vingtaine ou une quinzaine, enfin voilà, qui apparaissent et qui prennent la parole. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a de moi dans tous les personnages, et c'est là-dessus que ça a été agréable, quoi. Je me suis laissé faire, mais à aucun moment j'ai voulu voilà, imposer des choses autobiographiques voilà, c'est un truc où pareil, je pense que je me suis feinté. Je pense qu'il y a beaucoup plus, voilà, si je réfléchis, voilà, bien, voilà, peut-être qu'inconsciemment, il y a beaucoup de moi dans tel personnage ou tel autre, quoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de moi, peut-être dans la troisième partie, on va dire, quoi, dont on parlera pas ce soir, quoi, ouais, je pense il y avait la volonté ouais, de brouiller les pistes, donc je peux pas vraiment dire qu'il y a de moi dans tel ou tel personnage. Et puis, j'y ai vu en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir traversé une sorte de film, une sorte de scénographie. On a l'impression qu'on se balade de plateau en plateau dans les années 80, 90 et un petit peu plus tard aussi. Est-ce que vous avez réfléchi le roman à travers le spectre cinématographique? On a l'impression véritablement que vous aviez les images et que derrière les mots venaient tout seuls. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça s'est préparé? Et est-ce que vous avez envie aussi de développer ce roman-là à travers d'autres médias, que ce soit le théâtre ou le cinéma? Est-ce que Benoît Blues pourrait-il être adapté d'ailleurs? Pas forcément, je ne sais pas, c'est vous le spécialiste, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de l'avancée du roman à travers ce spectre, cette caméra qui tourne? Tout à l'heure, René, je crois, parlait euh, qu'on est au plus près des personnages, qu'on est véritablement quasiment caméra sur l'épaule. Est-ce que vous vous êtes posé cette question du cinéma à travers ce roman-là? Ah, ouais, c'est marrant quand avec Rodney on réfléchissait à un titre. Ouais, il y a un moment donné où il y a un titre qui me venait, c'était comme dans les films, parce que je me suis rendu compte que c'est une expression qui revient beaucoup dans le livre. Voilà, comme dans les films, comme voilà, ça se passe comme dans les films. Et donc oui, je pense il y a un peu cette idée, ouais, de ouais, d'être dans un film, d'être au cinéma, de passer voilà, d'un plan à l'autre sans forcément de logique narrative. Ça m'a beaucoup plu. Mais après, oui, bah, je sais pas. Oui, effectivement, oui, il pourrait être adapté au cinéma.
au théâtre, mais en tout cas, ouais, je sais pas si je m'en chargerais, quoi. S'il y a des gens à qui ça fait plaisir, voilà, mais après, parce que le cinéma, ça a l'air tellement compliqué voilà, à faire, mais voilà, pour réaliser, pour choisir voilà, tel plan ou tel autre et tout. Ça... Mais ouais, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien. Ouais, ça serait intéressant de voir Benoît au cinéma. Ouais, ça m'intrigue. Ouais. Et d'ailleurs, vous dites Benoît. Ouais, ouais, c'est vrai. Benoît au cinéma. Alors qu'il n'est plus là. D'ailleurs, il Ouais, y en a ouais. un qui vient de se connecter à l'instant. C'est incroyable. La connexion est terrible. Il y a un Benoît qui vient de se connecter. Ah ouais? Wow. Oui. Wow. Non, ouais, c'est le. Bah, en fait, non, oui, c'est parce que. Enfin, c'est vrai, je dis Benoît aussi parce que c'était. Euh, c'est le titre, c'était aussi le titre initial. Le titre initial, c'était Benoît, donc c'est vrai que ça fait. J'ai tendance à l'appeler Benoît, mais c'est vrai que normalement c'est Benoît Blues, quoi. Donc quand je dis oui, voir Benoît au cinéma, ouais, c'est un lapsus intéressant, quoi. Non, ouais, je voulais dire Benoît Blues. Ouais. Très Mm. bien. Euh, à travers différentes thématiques, il y a aussi ce désir pour Benoît de recoller les morceaux avec l'Afrique. Ce désir qui est limite entre répulsion et désir. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucun manichéisme dans vos personnages et encore moins dans celui de Benoît qui est d'une diversité monumentale. Alors des passages qui vont peut-être en choquer certains, c'est évident, mais il y a ce désir de retourner vers sa terre natale, de retourner vers ses racines pour comprendre finalement une question identitaire aussi. Et en même temps, il y a cette répulsion parce qu'il est quasiment, il se considère comme pas africain finalement. Il a véritablement des moments où il se dit qu'il n'est plus, qu'il ne peut plus, qu'il est regardé, il est totalement regardé dans la société africaine comme un étranger. Et c'est ça que je trouve extrêmement aussi intéressant. Je crois que vous êtes franco-togolais, est-ce que vous vous êtes aussi posé la question, est-ce qu'il y a aussi chez vous ce désir de recoller les morceaux, de renouer avec ce continent? Est-ce que ce sont des Euh, thématiques personnelles? oui, bah alors après, en fait, bah déjà par rapport à Benoît, parce que vous avez dit ouais, terre natale. Après, Benoît, lui, il est né en France justement, et c'est donc c'est vraiment la terre de ses parents, et donc je pense qu'il y a, en fait, ouais, ce qui a pu m'animer, me troubler quand j'étais adolescent, c'est le fait justement d'être d'origine, voilà, d'origine togolaise, mais voilà, d'aller au Togo, mais voilà, que ce soit mes parents qui soient togolais et pas moi. Et donc le fait d'être né en France, d'être né en Normandie pour le coup, de pas, voilà, de sentir que peut-être je viens d'ailleurs, de par la couleur de peau, et puis et quand même et en y retournant, de pas m'y retrouver. Et donc c'est un peu ce truc, bah, c'est un terme qui existe depuis quelques années. Je sais pas si c'est Leonora Miano qui l'a inventé ou pas, mais afropéen voilà, le fait ouais, d'être afropéenne, afropéen, puis de pas se retrouver dans une certaine littérature, de pas retrouver ces sensations d'appartenir à nulle part. Et en même temps, on peut avoir voilà, l'Afrique pour idéal de manière voilà, plus large à partir du moment où on n'y est pas retourné, mais à partir du moment où on y retourne, on se rend bien compte qu'il y a une cassure et qu'on se sent seul et tout ça. Et j'avais envie ouais, d'écrire là-dessus. Et peut-être aussi pour le gamin de 15 ans que j'étais, qui était perdu, voilà, et, euh, et oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quoi, parce que la couleur, voilà, la couleur de peau, oui, mais après, voilà, l'appartenance, de se sentir, voilà, appartenir à quelque part, à une terre et tout, c'est compliqué. Et effectivement, ouais, ça m'intéresse, ça me fascine et en même temps ça m'effraie cette idée du terroir, que ce soit voilà, en France ou ailleurs, enfin voilà, partout, quoi, ce truc de gens qui disent, ouais, moi je viens de là, je suis ancré, voilà, c'est chez moi, c'est ma culture. Voilà, partout dans le monde, moi je trouve ça fou, quoi, parce que je l'ai pas en fait. Et donc oui, oui, je retourne pas mal au Togo, parce que voilà, j'apprends à redécouvrir ce pays. Puis aussi en Afrique de manière plus générale, quoi. Et, mais voilà, pareil, j'ai pas la réponse, mais en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Et puis tout à l'heure, je parlais de nostalgie et je vais citer un passage avant que vous en lisiez un. C'est celui-ci. Je sais qu'aujourd'hui, c'est à moi de dire que Paris, c'était mieux avant.
De génération en génération, on se passe le relais de la nostalgie. Les villes évoluent. Quand les quinquas me racontent leur Paris à eux, le 11e arrondissement de leur enfance, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des charrettes, des chevaux, des gueux qui dorment dans la paille. En gros, l'image que j'ai du Moyen Âge. Le Paris des quinquas, c'est 20 ans avant le mien, mais on a l'impression que la voiture n'existait pas, qu'on gambadait nu dans les rues en toute innocence et que tout valait un franc. Effectivement, ça avait l'air mieux qu'avant. Mais avant, c'est quoi? Avant, c'est quoi? L'enfance, la jeunesse, l'éternité? Oui, c'est peut-être ça. Mon Paris était éternel. Tous les commerces avaient toujours été là et le seraient toujours. Les voisins, les familles, les amis. Il y a dû y avoir un moment, un instant, une seconde pile où, dans mon enfance, j'ai pris une photo mentale en me disant qu'elle allait définir Paris, alias mon enfance, alias l'éternité. Et dans cette photo mentale, il y a Benoît, ça c'est sûr. Alors vous voyez que le ton est aussi parfois taquin, parfois nostalgique. Il y a beaucoup de passages ainsi, j'ai beaucoup souligné, j'ai beaucoup apposé des cœurs sur de nombreuses phrases. Mais pour le coup, j'aimerais que vous nous parliez de cette nostalgie-là parce qu'en effet, elle est extrêmement variée. Vous, un petit peu plus loin dans le texte aussi, vous parlez du fait que les Français sont extrêmement râleurs, et c'est vrai, qu'on pense toujours que tout était mieux avant. Elle est où votre nostalgie finalement, Jean-Christophe? Où vous situez le curseur de la nostalgie? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que on se fait véritablement une image mentale, comme vous écrivez, de une sorte d'utopie, une utopie du passé? Est-ce que vous avez vraiment ressenti ça aussi? Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est clair que ouais, il y a un moment où je sais pas, après peut-être je me leurrais quoi, mais où il y a une espèce de mélange qui était pas genre, on va pas dire black blamber ou je sais pas, mais où après je pense oui, je pense que c'est peut-être l'enfance. Disons, je suis toujours un peu ému quand je vois des gamins qui voilà dans les rues de Paris qui marchent voilà deux par deux et tout ça qui sont en sortie et tout ça puis qui se tiennent la main peu importe la couleur ou le voilà ou le l'origine sociale et tout ça, je trouve ça beau, quoi. Ça m'émeut. Ça me renvoie à ce moment où je ressentais ça, enfin voilà, où ça pouvait être possible, avant voilà, que la société nous divise, justement, avec l'orientation scolaire et tout ça. Et, euh, et oui, je pense, oui, il y a des moments où, ouais, que j'ai bien kiffé, quoi, voilà, par le passé, quoi, quand j'étais plus jeune. Mais on s'en rend pas compte. Je pense que c'est plus tard où on se dit, ah ouais, quand même, c'était top, quoi, ce moment où, voilà, où on allait, voilà, on jouait au foot, on faisait ce qu'on voulait, et puis voilà, puis il y avait pas de, rien n'avait d'importance, voilà, enfin, et et oui, puis il y avait l'éternité, mais c'est seulement une fois que c'est passé qu'on s'en rend compte, quoi. Donc oui, 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 c'est quelque chose qui m'a touché. Après, ma nostalgie, je sais pas, je pense que j'en ai plusieurs, quoi. J'ai l'impression d'avoir navigué dans tellement de mondes, de classes sociales différentes que j'ai plusieurs, ouais, plusieurs nostalgies. Donc, elles seraient assez difficiles à décrire, quoi. Très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier passage de Benoît Blues. 3, 2, 1, et c'est bon. Parfait. C'est à vous, Jean-Christophe, pour le premier extrait. Waouh. Alors, je vais essayer de... Je viens de lire. Je vais lire le début, en fait. Commencer par le début. C'est Vodka Citron. Enfin, c'est le titre du chapitre. La nouvelle de la mort de Benoît nous bouleverse à tous. Personne ne s'y attendait. Et d'ailleurs, même si on s'y attend, à la mort de quelqu'un, je veux dire, on est toujours surpris, malgré tout. Jamais préparé. Il y a peut-être un bon moment pour mourir, mais il n'y a pas de bon moment pour apprendre la mort de quelqu'un. Ça, j'en suis persuadé. Moi, j'étais dans un bar ce jeudi-là, et il faisait doux. Oui, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais il n'y a plus de saison. Un jeudi de février à Paris, on devrait être en doudoune et moufle et bonnet, et j'étais juste en pull. Mon petit pull gris près du corps, celui qui met mes abdos en valeur. Ce jeudi-là, comme ça se fait à demi dans les bars parisiens, comme ça se fait sans se faire, nous dansions. Oh, pas comme au bal, mais quand même, ça y allait. Ce bar, j'y avais mes habitudes et je les ai encore. Par exemple, on ne m'y demande pas ce que je veux boire, on me le sert en même temps que j'acquiesce, et moi, je dis, tu me le notes? Et on me le note. Vodka pur et citron vert. Alors, ce jeudi-là, en dansant,
en me laissant faire par la musique, comme on dit. Je m'approche du Zang pour une nouvelle tournée et j'en profite pour prendre des nouvelles du serveur, d'une pierre deux coups. On parle de tout et de rien. On se hurle tout près dans les oreilles, l'un après l'autre. Nos cheveux se cognent, nos lèvres se frôlent. On se postillonne dessus en disant que le travail fatigue et que les gamins grandissent. À cet instant, je me souviens de la musique qui jouait. Un truc de rap mais dansant, qui donne des ailes et l'envie d'être le roi du monde. Le genre de morceau qui rend beau. Soi-même on est beau et on veut que tous les autres le soient. Beaucoup de basses, beaucoup de phoques et de niggers. Je m'y croyais. À cet instant, le serveur qui me connaissait par cœur et qui me connaît toujours autant, ce serveur, Jamil, on l'appellera, même si c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais j'ai tellement besoin de prendre des distances avec les choses qu'on va dire qu'il s'appelle Jamil. Jamil, donc, en était à presser le quart de citron vert dans ma vodka glacée et nonchalamment, comme on parle du score d'un match, comme on se souvient d'un coup d'une chose qu'on avait complètement oublié de dire, une chose du quotidien. Ah, au fait, je te devais 5 euros. Ah, c'est toi qui m'avais parlé du dernier Ken Loach, avec ce ton-là, en égouttant le quart de citron broyé avant de le jeter dans le verre. Jamil me dit, ah, au fait, t'as su pour Benoît? Voilà. Merci, Jean-Christophe. Bah, vous incarnez parfaitement le texte. Clairement. Merci. Alors j'aimerais qu'on parle du titre, Benoît Blues. Alors évidemment, Benoît, on l'aura compris, mais blues qui a différentes significations, que ce soit les états d'âme, que ce soit finalement la douce mélodie du jazz. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de blues? Est-ce que c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup finalement aujourd'hui? C'est quand même plutôt rare. En tout cas, moi, dans mes cercles, on le dit moins. C'est un mot que j'adore pourtant et que je vois rejaillir à travers ce roman-là. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Quelle définition vous lui donnez? Quelle couleur vous lui donnez? Ah, bah, le blues, ouais, il y a plusieurs significations. Déjà, je me souviens, moi, quand j'étais ado et voilà, on commençait à faire la crise d'adolescence, quoi, je traînais beaucoup. J'avais un pote dont j'étais très proche. Et puis, je me souviens, on se disait, c'est lui qui a un peu instauré le truc. Il disait, ah, je crois qu'on a le blues là, on a le blues. Et du coup, on avait 13 ans, puis on disait, ouais, on a le blues. Et puis, on réfléchissait à ce truc d'avoir le blues. Et puis, c'était vraiment un mot important, quoi, le blues. Et ce truc de pas être bien, et puis juste de réfléchir un peu à ce qui va pas bien dans nos vies, mais du haut de nos 13 ans, quoi. Et, euh, et ensuite, pour moi, oui, c'est sûr, c'est de la. Enfin, musique, mais plus que de la musique, je dirais que c'est, je sais pas, c'est peut-être les Noirs américains. Voilà. Et pas tant la musique en soi, du blues avec les accords et de ça, que un peu la base de la musique nord-américaine qui est quand même hyper importante pour moi. Enfin, voilà, j'en écoute vraiment beaucoup. Et donc, voilà, cette base, voilà, un peu le socle commun qui va donner voilà, le rock, même le jazz ou la funk, le rap et tout ça. Enfin, voilà, et puis même le reggae. Enfin, voilà, c'est vraiment une base euh, voilà, un peu je sais pas, envie de la diaspora. Ça raconte un peu la diaspora et c'est un peu, je dirais, le mot qui correspond le plus à la saudade, je sais pas comment on dit brésilienne, le truc qu'on peut pas traduire là du portugais, là, la saudade, on peut pas vraiment le traduire parce que c'est une espèce de nostalgie un peu où on sourit et tout ça. Bah pour moi le blues c'est pareil quoi. Et puis, dans ce Benoît, dans ce personnage de Benoît, il pose un regard, finalement, il est quasiment insaisissable, ce personnage. Il oscille entre lucidité, détachement. On ne sait pas comment le situer, finalement, dans le récit. Il est vraiment insaisissable, je trouve. Comment vous avez travaillé cette ambivalence? Est-ce qu'il fallait un personnage véritablement très éclaté, euh, très disparate? Je ne sais pas comment vous l'avez construit, mais on a l'impression qu'il est dans une sorte de flou d'esprit. Il a du mal à se situer et on le suit totalement. Alors, pas totalement, non, mais on le suit quand même sur de nombreuses choses. C'est une sorte d'anti-héros finalement. Vous dites dès le début que c'est un loser, qu'en tout cas pendant longtemps, ce fut un loser. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine aussi chez ce personnage-là? Est-ce qu'il y a il est quand même dans le titre, certes, mais est-ce que vous avez une tendresse particulière pour Benoît? Ouais, 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 bah oui, ouais, forcément, ouais, ouais, une bonne tendresse, quoi. Après, j'ai l'impression, enfin,
de pas l'avoir construit, qu'il est apparu un peu, bah, un peu comme au cinéma, en fait, dans le sens où on a des scènes sur les tournages, voilà, des scènes à tourner. Voilà, tel jour, on pleure, le lendemain, on rit, le mercredi, on se met à courir et tout ça. Et puis après, c'est un montage qui fait que ça donne un personnage, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de personnage en soi. Et je pense que j'ai écrit un peu Benoît de la même manière. Le seul truc, un peu le fil rouge, c'est que j'ai l'impression qu'il court, quoi. Il court pour échapper justement à ce surplus de vie, ce vertige voilà, qui le rattrape et qui va finir par l'engloutir. Et c'est ça qui m'a bien plu, quoi. Après, bah ouais, il me touche parce qu'il est dépassé, il se rend pas compte qu'il sort des punchlines, puis voilà, et puis qu'il est dans le vrai, quoi. Puis parfois j'ai un peu envie de lui dire, mec, franchement, vas-y, c'est bon, c'est cool, ça va aller, et puis t'es dans le vrai. Mais il va trop vite, quoi. Et ça me touche, quoi. Mais ouais, donc ouais, il me touche, ce gars. Et l'autre thématique dont on n'a pas encore parlé du livre, c'est cette relation avec Edith, avec Geoffrey, Geoffrey-Edith, une relation de couple. Là aussi, pas du tout manichéenne. Il y a des hauts, il y a beaucoup de bas. Il y a parfois en effet des hauts, comme toujours, comme dans toute relation. Mais il y a des hauts et des bas au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Bref, cette relation-là, elle est quand même elle est vraie en fait. C'est ça que là où je vous trouve extrêmement fort, Jean-Christophe, c'est dans la réalité de vos personnages, dans la réalité de ce que vous écrivez. Vous n'êtes jamais dans le spectre du romancier. Et c'est peut-être pour ça aussi que Rodney parlait tout à l'heure de la dualité avec la comédie, avec le métier de comédien. C'est qu'en effet, là pour le coup, vous ne surjouez jamais. Et c'est, je sais pas dans le rôle de comédien si vous avez tendance à surjouer ou pas, vous nous direz, mais c'est toujours fait avec mesure et en même temps avec grandeur, avec éloquence. Comment vous arrivez ce melting pot finalement, cette relation avec Edith en fait, elle me fascine presque parce que elle est extrêmement en dents de scie. On a l'impression que d'un jour à l'autre, tout peut exploser, tout peut basculer. Cette relation-là, elle est issue de quelque chose, elle est issue d'une imagerie culturelle, amicale, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est extrêmement vraie. Waouh, bah, waouh, merci beaucoup. Franchement, c'est enregistré C'est là? enregistré. Ça fait ça fait plaisir. Bah, je sais pas, j'aurais tendance à dire, ouais, par rapport au couple, après, bah, c'est vrai que bah, je sais pas, ouais, j'ai des amis qui me racontent leurs histoires et tout ça. Puis c'est vrai que au début, on se dit, oui, que ça peut être très manichéen, que voilà, la personne s'est barrée parce qu'il s'est passé ceci, donc c'est la méchante. Et la personne qui reste, c'est la gentille et tout ça. Mais au fur et à mesure, en fouillant, enfin, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ambigu. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est les monologues intérieurs, j'ai envie de dire. Enfin, le fait d'écrire ouais, voilà, de réfléchir à ce que les gens pensent vraiment au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils disent. Et je trouve ça me passionne au théâtre. On travaille beaucoup ça, ce truc enfin, en tout cas, l'école Claude Mathieu où j'étais, voilà, où j'ai un peu tout appris, quoi. Voilà, il y avait ce truc voilà, du sous-texte, qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on dit. Et donc, ouais, voilà, je pense que c'est comme ça il y a un relief qui s'est créé, quoi, parce et particulièrement dans le couple, enfin, voilà, il y a des mots qu'on finit par se dire, et puis une espèce d'habitude qui se met en place, mais à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambigu. Et j'avais vraiment justement, et puis c'est aussi le fait de pouvoir écrire à la première personne pour les différents personnages, ça me permet justement de, de mettre ça en lumière, quoi. Par exemple, bah, au début, là, il y a Geoffrey qui doit annoncer la mort de Benoît à Edith, et puis il pense à plein de choses. Il a plein de choses qu'il aimerait lui dire et tout ça, puis finalement, il n'arrive pas à les dire. Et, euh, et donc, oui, ouais, je pense que c'est ça, quoi. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et, euh, et oui, oui, bah, ouais, ouais, il y a beaucoup de dialogues dans les couples voilà, qui n'ont pas forcément lieu et qui pourraient vraiment avoir lieu. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a dans le Passe-moi le sel ou dans le T'as bien dormi. Voilà, tout ce,
cette épaisseur, voilà, c'est ça qui m'intéresse plus que Passe-moi le sel. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous disiez que vous vous feintiez quand vous écrivez. Pour le coup, là, les personnages ne se cachent jamais. On a l'impression qu'ils vont à un moment donné sortir la phrase qui va déclencher quelque chose. On a l'impression que vous avez mis toute cette feinte en vous, vous l'avez totalement inversé, vous avez inversé le rapport de force dans vos personnages, et pour le coup, il n'y a plus aucune limite à leurs propos. Ouais, 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 c'est sûr. Après, je sais pas à quoi c'est dû. Bon, après, oui, c'est aussi le roman, mais c'est vrai que puis, bah, la mort de Benoît, plus ce qui s'est passé dans Paris, et puis voilà, tout qui commence à se fissurer. Du coup, ça fait que, oui, les langues se délient, puis au bout d'un moment, on peut plus faire autre chose que de dire. Et voilà, et de formuler. Et c'est peut-être ça, justement, qui est compliqué par rapport à Benoît, c'est que il dit pas. Enfin, je veux dire, vocalement, quoi. Il écrit, j'ai l'impression, mais il dit pas. Et puis, du coup, c'est ça qui le submerge, quoi. Mais ouais, il y a un moment donné où il y a plus le choix. On n'a plus d'autre choix que de parler, que de se dire les choses. Ouais, ce moment, il est intéressant quand ça finit par exploser, parce qu'on n'a plus le choix. C'est ça qui m'a animé. Et puis l'autre thématique qui est sous-jacente à ce couple-là, c'est évidemment le rôle de la paternité. On parle pas si souvent de paternité que ça, finalement, en littérature contemporaine. Pour le coup, là, il y a un véritable sujet par rapport à cette paternité qui change le quotidien, qui change finalement les relations aussi. Vous le dites régulièrement d'ailleurs dans le roman, un enfant peut faire vaciller, un premier enfant peut faire clairement vaciller un couple, même après 8 ans. Pour le coup, il y a un véritable changement qui s'opère et cet enfant-là va avoir son rôle aussi, finalement. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Jean-Christophe, mais il y a quand même une réalité aussi là dans la manière d'aborder cette relation tripartite avec cet enfant qui va aussi déclencher certaines choses, puisque on le dit aussi, Geoffrey, à un moment donné même, pense qu'il est en train de devenir la femme du couple. C'est aussi une question là aussi d'identité, une question de genre. Alors ça ne dure pas si longtemps que ça, mais quand même, il y a un questionnement, il y a une inversion aussi des rôles qui est très intéressante que vous mettez en avant dans ce couple-là, qui est très complexe là aussi. Cette paternité-là, justement, c'était un élément fondateur aussi du récit pour vous. Ouais, ouais, bah ouais, parce que la petite est arrivée assez tôt. Enfin, dans le bouquin, dans l'écriture de. Mais oui, oui, ouais, peut-être cette volonté justement de re-questionner voilà, ce truc un peu. Parce que voilà, tout le monde dit, ouais, c'est génial, tu vas voir, c'est trop beau ce qui arrive. Voilà, quand on devient père, quand on devient mère, tu vois, on est sur Terre pour ça, pour devenir parent, c'est ça, c'est la vérité, tout ça. Et alors qu'en fait, concrètement, enfin voilà, je connais pas mal de gens qui morfent et tout ça. Et puis du coup, et ils disent pas quoi, ils disent, enfin, c'est comme une espèce de secte ou de pas on doit pas dire comment ça se passe le fait de devenir parent et que c'est seulement à partir du moment où la personne devient parent que là on peut dire oui c'est chaud c'est hardcore et tout et donc j'avais aussi envie de parler de ça quoi et de cette illusion et puis après voilà bon après ce que dit Geoffrey et tout ça c'est aussi voilà c'est dans c'est dans le contexte du bouquin et donc ouais d'être enfermé dans des rôles et euh, et voilà, et puis avec toute cette histoire de charge mentale et tout, mais encore une fois, j'avais pas envie de nommer les choses. Enfin voilà, mais de dire, c'est costaud de dire, ouais, je suis la femme du couple. Faut y aller quand même, faut être en confiance, quoi. Mais voilà, le fait est qu'il le dit, voilà, et puis mais ça Et on y permet aux. croit. Clairement, on y croit. On sent qu'à un moment donné, peut-être, ça va basculer aussi. Ouais, ouais, bah oui, ouais, ouais. Et c'est justement ça ouais, qui m'intéressait voilà, de re-questionner, puis de toujours que chaque personne ait l'impression d'avoir raison, quoi, d'avoir compris quelque chose et d'être dans son bon droit. Voilà, puis de se battre justement par rapport à ça. Mais il y a aussi ce truc des gens qui vous sourient voilà, dans la rue ou dans le train, voilà, avec leur enfant et tout. Et puis on se sent un peu obligé de sourire aussi parce que on se dit oui, effectivement, c'est beau, alors que ça l'est pas forcément. Et voilà, comme un bébé doit être beau, alors qu'il n'est pas forcément beau. Mais voilà, c'est tous ces trucs un peu
qui sont ancrés et voilà, qu'on remet pas en question, qu'on remet jamais en question. Et puis du coup, ça m'amusait voilà, de re-questionner tout ça, quoi. Et puis on est aussi dans le passé avec cette adolescence. C'est aussi un roman, un très fort roman sur l'adolescence, sur ses rites de passage notamment. Le mensonge est clairement adolescent. Il y a beaucoup de passages sur le mensonge finalement. Et toutes ces anecdotes que vous nous offrez finalement. Alors ceux qui sont concernés évidemment, si vous êtes un homme de 30 à 40 ans, vous allez aussi beaucoup vous reconnaître dans le personnage de Geoffrey. C'est possible, avec toutes ces anecdotes, notamment sur repiquer au centre avec Ariane Robben, évidemment. Mais il y a beaucoup de rites de passage. Je trouve que vous mettez en avant l'adolescence de manière extrêmement explosive, de manière extrêmement intelligente. C'est jamais commun. Je trouve que vous trouvez des biais parce qu'on beaucoup d'écrivains ont écrit sur l'adolescence et évidemment, c'est pas toujours évident de trouver des nouvelles formules pour la faire jaillir. Et je trouve que il y a un véritable peps, une véritable énergie dans cette relation-là qu'ont ces deux gamins. Euh, quelle a été votre adolescence finalement, Jean-Christophe? Est-ce que ça se rapprochait un peu de ça, de ce peps entre potes, de ces punchlines constantes et de finalement ces jeux de rôle presque? On pourrait même appeler ça un jeu de rôle finalement. Bah ouais, après j'ai eu ouais, plusieurs adolescences, quoi. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais oui, il y a eu un, enfin, dans le sens où il y a eu des déménagements qui ont fait que voilà, ça c'est. Mais en tout cas, oui, oui, il y a eu des moments où ça a été comme ça. Il y a eu du peps et de la punchline. Et mais je pense aussi que je sais pas, enfin moi, j'ai beaucoup pensé aux éclats de rire que qu'on pouvait avoir quand on était adolescent. Et parce qu'il y avait des situations un peu grotesques comme il peut y avoir dans le roman, voilà, où les ados voilà, s'embrouillent et pour eux c'est hyper important. Mais alors que voilà, quand j'y repense, genre 30 ans après, je me fais, ah ouais. Enfin voilà, ça me fait ça me fait rire, quoi. Et donc je pense que c'est, voilà, à chaque fois que j'ai un fou rire avec des potes et tout ça, bah, ça me renvoie, ça me reconnecte un peu voilà, à l'adolescent que j'ai été et tout ça. Donc c'est aussi pour, voilà, pour rendre hommage à cette époque où voilà, on parlait de racisme tout à l'heure, enfin, je veux dire, avant toute chose, voilà, de vivre en cité aussi, voilà, c'est des trucs où ça rit beaucoup, ça se charrie beaucoup, et c'est ça qui ressort, quoi. C'est les embrouilles, et puis on se rend pas compte qu'on est malheureux ou qu'on vit un peu dans la misère, ou c'est chaud, ou je sais pas quoi, après ça. Mais surtout, voilà, ça déconne, ça se charrie, ça s'embrouille, ça se tape dessus. Et puis le lendemain, ça se retrouve, et puis voilà, ça s'aime, mais ça se dit jamais. Et puis il y a une espèce de pacte, d'accord tacite pour, voilà, pour dire que voilà, on est ensemble, quoi. Et ouais, voilà, pour moi, ouais, il y a un peu de ça dans l'adolescence, quoi. Et beaucoup de pudeur. Ouais, 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 ouais. Il y a aussi une phrase que dit régulièrement Benoît, parce qu'il ponctue souvent les débats ainsi, c'est le cancer de l'âme. Qu'est-ce que vous mettez derrière le cancer de l'âme? C'est une, entre guillemets, belle formule, même si elle est terrible, mais qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression? Bah c'est Benoît, qu'est-ce qu'il y met? Benoît, lui, il met des trucs, ouais, il met pas mal de trucs. Il dit, je pense que c'est par rapport à cette société, enfin voilà, où il y a eu, ouais, c'est vrai il y a quand même eu un gros revirement. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais le vieux con là, mais bon, j'ai l'impression il y a des libertés un peu, voilà, voilà, qui se réduisent et tout. Enfin, rien que pour, je sais pas, pour prendre le train. Enfin, voilà, c'est un enfer. On peut plus monter dans le TGV 5 minutes avant, ou alors il faut biper son téléphone. Et en plus, après, on se fait recontrôler. Enfin, il y a un truc puis voilà, puis on est avec sa cigarette électronique, et puis alors que, voilà, avant, on fumait. Enfin, voilà, il y a tellement de contraintes pour mieux vivre, pour être mieux, voilà, faut manger bio, faut manger ceci, faut manger cela. Et j'ai un peu, voilà, donc peut-être que oui, par rapport à, voilà, Benoît, il se rend compte que tous ces trucs pour vivre mieux, bah, en fait, c'est des trucs voilà, qui filent le cancer de l'âme, quoi, parce que c'est tellement angoissant, c'est tellement une espèce d'utopie voilà, c'est comme je sais pas, c'est une religion, le truc, quoi. C'est essayer de tenir, de rester droit par rapport à toutes ces injonctions qu'on s'impose et qu'on s'impose à soi-même. Bah voilà, finalement, au bout d'un moment, ça donne le cancer de l'âme et puis on a envie je sais pas, au bout d'un moment
je sais pas, de faire n'importe quoi, de boire des petits punchs à 8 heures du mat, voilà, je sais pas, de crier dans une église, je sais pas. Ça donne envie de faire des choses un peu absurdes, quoi. Donc c'est peut-être ça, ouais, le cancer de l'âme. Et puis il y a un testament qui m'a fait vraiment rire. Là aussi, je ne sais pas si vous y avez, si vous avez déjà fait ça, Jean-Christophe, mais ce serait extrêmement drôle. Je vais le lire, je vais me permettre de le lire, sauf si c'est votre deuxième extrait. Vous avez choisi. Bah, c'était mon deuxième, mais Eh ben allez-y, alors, lisez. Si, lisez-le, s'il vous plaît. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de l'entendre pour le coup. alors je le lis parce qu'il est génial. Donc Benoît a écrit un testament, mais un testament un petit peu à sa sauce, pour le coup. À Bernadette, mon canapé rouge, ainsi que les tâches que nous y fîmes. À Trésor, les disques qui bougent. À Dédé, les livres qui riment. À Charline, ma table en marbre. À Julien, ma plante verte. À Gaël, mon sac à barbe. À Bernadette encore, tous mes slips et leurs pertes. À Guillaume, tous mes livres en prose. À Janine, tous mes disques tristes. À Lanouille, mes VHS carré rose. À Arnaud, mon clavier de pianiste. À Emmaüs, je ne donne rien. Aux ONG d'Afrique, ma dépouille. Aux Black Panthers, un salut à rien. Aux bobos, la dernière sueur sur mes deux couilles. À la banlieue, je lègue le silence. À la campagne, je lègue le bruit. À l'aristo, la flatulence. À l'ouvrier, l'allégorie. Et un petit peu plus loin donc, le passage qui concerne donc Geoffrey, à son meilleur ami. À Chiaboula, mon affection. À Dame la vie, tous mes remords. À ma mère, mes écrits de fiction. À mon meilleur copain, tous mes journaux de bord. Et c'est pour cette raison qu'en effet, il utilise les journaux de Benoît pour les retranscrire dans le roman. Voilà donc comment dire, le rythme aussi du roman. Vous avez aussi une image et je riais d'ailleurs pendant que j'étais en train de le lire. Bref, vous voyez donc quel est ce personnage de Benoît aussi à travers ce poème. On pourrait dire que c'est un poème, clairement. Euh, je pose généralement deux questions aux auteurs qui viennent ici. La première, c'est celle d'un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Jean-Christophe, qui avez-vous choisi aujourd'hui? Il faut en dire que un, c'est ça? Alors, allez, on vous en autorise deux. Parce qu'en fait, du coup, je repense, en fait, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué et voilà, mais dont je me souviens plus forcément. Mais en tout cas, voilà, en refouillant. Du coup, il y a Vladimir Roubaïev ou Les provinces de l'irréel. Voilà, c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué, qu'une amie voilà, m'a fait découvrir. Et c'est écrit par Serge Lens. Et ensuite, c'est Voyage en Afrique à la recherche de mon moi enivré de Thierry Sinda. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ou... Ouais, bah oui, bah alors, bah justement, comme mes souvenirs sont très très flous, Vladimir Oubayev, c'est une histoire, je saurais même plus vraiment vous dire de quoi ça parle, mais bon, c'est un gars qui s'appelle Vladimir Oubayev et puis qui naît les yeux ouverts. Et puis, je crois que, voilà, puis visiblement, il va avoir un destin un peu fou. Voilà, et puis voilà, c'est un peu, ça retrace un peu toute sa vie, ça raconte sa vie. Mais alors, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué et qui a eu une influence dans ce que j'ai pu écrire par la suite dans dans mes récits. Et Voyage en Afrique à la recherche de moments enivrés, c'est un titre qui m'avait vraiment marqué. Et en fait, c'était en 2004, j'avais fait un voyage. Voilà, avant d'entrer au conservatoire national, j'avais 3 mois devant moi. Et donc, du coup, je me suis fait un voyage, je sais pas pourquoi. C'était un peu pourquoi je suis parti au Togo par la route. Donc, voilà, j'ai mis 50 jours. Je suis parti de Paris, puis je fais Paris-Lomé par la route, quoi. Et donc, voilà, j'ai rencontré plein de gens. Euh, voilà, forcément, voilà, Espagne, Maroc, Mauritanie, Mali, Burkina et tout. Et, euh, et en fait, ce livre m'a accompagné. J'avais pas assez d'argent pour l'acheter, mais en fait, je me disais que je l'achèterais quand je rentrerais à Paris. Et donc, du coup, ce livre m'a accompagné quand je tenais mon journal de bord, justement. Et puis, du coup, voilà, je faisais un peu des dédicaces à ce poète. Et voilà, il m'a accompagné. Puis après, voilà, j'ai fini par le lire, mais c'est surtout voilà, c'est un bouquin qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis Benoît, ce Benoît, il a aussi un amour des femmes.
clairement. Il est hypnotisé par les femmes, ce qui peut s'apparenter à beaucoup d'hommes, finalement, aussi, on a l'impression quand même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait derrière justement ce regard? Il a un regard extrêmement, entre guillemets, profond. On sent tout à l'heure, vous disiez qu'il mangeait la vie. Il y a ce trop-plein de vie. Mais c'est aussi cet amour qui parfois n'est pas partagé. On pensera notamment à Bernadette. Bref, il y a quand même une relation véritable extrêmement forte avec les femmes et c'est pourtant le seul qui ne s'en vante jamais. On a l'impression, ou en tout cas dans l'adolescence, c'est le seul euh, qui ne ment pas. Ouais. C'est bien cette manière de ne pas spoiler et puis en même temps de dire le truc. C'est dur, c'est dur. Ouais, ouais, bah oui, mais alors après, ouais, le rapport, ouais, ouais, c'est vrai qu'il a, ouais, il croque la vie, c'est un gourmand, un amoureux, et bah après, je sais pas, bah déjà, je pense qu'il a été, bah, le fait d'avoir été élevé par une femme ou par des femmes, quoi, enfin, voilà, il a des sœurs, et puis et sa mère, enfin voilà, il a baigné dans un monde de femmes. Et, euh, et puis, ouais, je sais pas, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être son rapport, je sais pas, peut-être son rapport à ses potes, justement, cette espèce de pudeur qu'il a, justement, de fait de rien dire, justement, à cet épisode où il ment pas, un truc un peu secret, où c'est comme si il y avait une relation beaucoup plus intime avec les femmes pour Benoît, même par rapport à ce personnage qui l'accompagne aussi pendant tout le roman. Et voilà, des choses qu'il peut dire que à des femmes et qui tait aux hommes. Et donc la deuxième question que je pose régulièrement à chaque auteur, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner, vous transposer. Et est-ce que vous auriez changé son destin? Qui avez-vous choisi, Jean-Christophe? Bah alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai rayé pas mal de trucs et tout, mais alors, je suis arrivé à la conclusion, bah, c'est dans The Wire, ou Sur écoute en français, la série. Et j'étais très impressionné par pas mal de personnages dedans. Et puis voilà, puis avec mon pote, justement, avec qui on écrivait, justement, on parlait toujours il y avait toujours le héros, Benoît et tout ça. J'en suis arrivé à la conclusion quand même que Bunk Moreland dans The Wire, c'est quand même, voilà, c'est un personnage que j'aurais aimé être, ou juste pour 24 heures, juste voilà, pour fumer le cigare et puis être en détente, avoir cette distance de fou, et puis voilà, et puis boire des bières le soir, et puis de jeter la bouteille. Voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait me dire aussi, bah, c'est pas grave, ça va aller. Donc c'est un mec qui m'a tapé voilà, sur la nuque en me disant, ça va aller. Et voilà, donc Bunk Morland dans The Wire. Très bien. Il y a une phrase qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est celle-ci. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir nous en dire, mais je la trouve quand même particulièrement surprenante. On peut pas aimer les Trois Mousquetaires et être avec un mec qui met les doigts dans les cheveux des gens comme ça. Il y a un endroit où t'es une mytho. Ouais, 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 bah, Ouais. bah, ça, ouais, ça, c'est une punchline. C'est vraiment une punchline à la Benoît. Ouais, alors c'est vrai, j'avoue, cette phrase, elle m'est sortie, je sais pas d'où. Mais alors, l'expliquer, Est-ce bah, que en ça même veut temps, dire qu'on n'a pas le droit de vous toucher les cheveux? bah, après, c'est un contexte particulier. Et puis, ça Ouais. dépend qui, ça dépend dans quel contexte et tout ça. Mais oui, il y avait aussi cette histoire, ça permettait aussi de réfléchir à ce truc quand on touche les cheveux des noirs, parce que c'est différent, la texture est différente et tout ça. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup fait. Et que, voilà, mais ouais, je trouvais ça marrant après cette punchline, quoi, parce qu'il y a des trucs où bah, c'est un peu développé par la suite dans le bouquin, dans la troisième partie. C'est quelque chose qui monte, une espèce d'envie irrépressible, mais qu'on fait pas. Et, euh, et puis voilà, et puis en même temps, oui, il y a un endroit où, voilà, de se permettre de faire quelque chose comme ça, et puis en même temps d'être ouvert à aux Trois Mousquetaires, qui est quand même un bouquin que j'ai beaucoup kiffé. Bah, il y a un endroit où, voilà,
on peut pas aimer, je sais pas. C'est comme les, je sais pas, les débats où est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine, on peut pas dire les deux, ou est-ce que, voilà. Il y a un moment donné, il faut se positionner, quoi. Soit on met les mains dans les cheveux des Noirs, soit on aime les trois mousquetaires, mais on peut pas faire les deux à la fois, je pense. Très bien, très bien. En vous voyant faire ces gestes-là, je me suis aussi interrogé sur finalement la manière de séparer les communautés, ou en tout cas les communautés d'amis. Il y a beaucoup de passages sont sur le fait que Geoffrey, par exemple, n'aime pas justement rassembler les amis de différents métiers, de différentes strates, tandis qu'Edith, sa femme, préfère plutôt l'inclusion, ou en tout cas, si l'inclusion est un mot particulier encore dans ce sens, mais bref, préfère rassembler euh, plutôt que son mari. Est-ce qu'il y a véritablement un sujet là aussi, un débat par rapport à cela sur le fait de est-ce qu'on en est venu là à justement séparer les individus en fonction de leur métier, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur parti politique lors d'un dîner? Est-ce que pour vous, ça peut être explosif? Est-ce que, on en est là aujourd'hui en réalité? Parce qu'au final, il y a un véritable regard sur la société, sur ce qu'elle fait de nous à travers l'identité, à travers les divisions qu'on peut créer pour X ou Y raisons et pour parfois des toutes petites choses, ne serait-ce peut-être que être vegan ou pas, ça pourrait paraître futile et en même temps, ça peut totalement exclure. Oui, ouais, c'est vrai que ouais, la limite, elle est particulière. Après, je pense que ça naît aussi peut-être de l'exclusion. Le fait de s'être senti exclu à pas mal de moments fait qu'au bout d'un moment, on se rapproche de personnes qui nous ressemblent et pour faire des groupes et faire des clans. Et puis on est bien, voilà, dans un truc d'un peu d'entre-soi. Il y a beaucoup d'entre-soi, peu importe, voilà, peu importe les groupes, quoi. Et après, si, je pense que ça peut encore exister, mais c'est sûr que ça devient plus compliqué, quoi. J'ai l'impression que on, on se sent tout de suite un peu effacé, donc on a envie de prendre la parole et dire non, mais moi, voilà, moi, je suis comme ça, et puis je l'affirme, et puis je vous emmerde et tout, et c'est assez, c'est fragile, quoi. On est un peu à vif. J'ai l'impression. Après, bien sûr, ça existe. Il y a des endroits où on est d'abord soi avant d'être, je sais pas, d'être vegan ou d'être, je sais pas, noir ou femme ou je sais pas. Enfin, je pense que ça peut encore exister. J'ai envie d'y croire, mais mais oui, c'est fragile quoi. J'ai l'impression qu'il faut pas déconner quoi. Enfin, ouais, ouais. Ça démarre au quart de tour. J'ai l'impression. Est-ce que vous êtes désabusé par cette situation? Vous avez un petit espoir, mais on a l'impression qu'il est quand même ténu. Non, 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 je suis pas désabusé. Hein. C'est un peu le cours de le cours de la vie. Enfin, j'ai pas. Non, c'est. Non, non, je sais pas. Disons que j'ai des îlots, j'ai voilà, des amis très chers, des endroits où je sais voilà, que je peux aller, puis voilà, où je me sens, où je peux me sentir moi-même. Donc voilà, pour moi, voilà, en ce qui me concerne, ça va. Après, c'est sûr que quand j'observe, voilà, ce qui se passe, enfin voilà, j'ai l'impression, je ressens des divisions, mais j'observe, mais j'ai pas, ce serait absurde que de dire, que de faire, voilà, d'aller dire, mais non, mais aimez-vous les uns les autres, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas on en est pas là, quoi. Non, en effet. Et le roman, il a aussi une place, il laisse une place très importante au corps et au désir. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de pulsions, il y a beaucoup de sensations. Il y a une sorte de moteur en tant que désir, que ce soit à travers le couple, mais au-delà de ça, tout le monde désire. On a l'impression que c'est le roman aussi du désir, parfois qui est inhérent ou pas, mais en tout cas, il y a un véritable moteur corporel, physique dans ce roman-là. L'épuisement, l'attente, même les gestes du quotidien sont parfois difficiles. Est-ce qu'il y avait une véritable approche du corps que vous avez mis en avant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine, la manière de se mouvoir en tant que corps? Ouais, ouais, je pense qu'il y a ouais, Est-ce que c'est dans, l'apport du théâtre ou de la comédie aussi, peut-être? ah.
Ah, peut-être, ouais, j'y avais pas pensé. Oui, c'est sûr que, ouais, bah oui, enfin, notre instrument en tant que comédienne, comédien, c'est notre corps, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que dans mon écriture, peu importe, voilà, ce que j'écris, il y a toujours eu des références au corps, à des parties du corps. Et il y a des mots que j'aime beaucoup, justement, quitte à entendre le sens. Enfin, j'aime bien quand ça claque, quoi. Donc, il y a des parties du corps que je trouve, voilà, qui me fascinent. Voilà, on me disait toujours, ah, tu mets toujours le mot clavicule, ou jugulaire, ou carotide, ou voilà, cheville. Il y a des phalanges, je sais pas quoi. Il y a J'ai l'impression que le fait d'écrire des parties du corps, bah, ça fait que le corps existe. Et donc voilà, je pense que ouais, il y avait j'aime bien, ouais, j'aime bien décrire ou raconter. Alors après, je sais pas trop dans quel but, mais en tout cas, ouais, quand j'écris, il y a toujours le corps est toujours présent. Ouais. Ouais. Sur les consonances, en effet, c'est frappant. Avant que je ne parle de la ressemblance de Fabrice Santoro avec un témoin de Jéhovah, qui là aussi m'a fait beaucoup rire. Euh, Sophie et Rodney, je vous laisse peut-être la parole pour parler des livres qui sortent, qui vont sortir. C'est à vous. Oui. Rodney, je commence. Le même jour que le roman de Jean-Christophe est sorti, donc le 24 janvier dernier, Un Égyptien peut-il parler anglais? De Nour Naga. C'est un roman, donc littérature traduite. Nour Naga vit au Canada. Elle est égyptienne d'origine. C'est un roman qui est assez. C'est vraiment une histoire d'amour très, très, très improbable entre un jeune homme, en fait, qui vient d'un bled complètement paumé du côté d'Alexandrie, enfin à 80 km d'Alexandrie, un village qui était pas très très, qui était plutôt mal vu parce qu'on y pratiquait de la magie un peu noire, enfin pas mal d'ésotérisme. Donc vraiment, il vient du bout du monde et il arrive suite à la mort de sa grand-mère, il arrive au Caire. Donc ça, voilà, c'est une première chose. Ce garçon n'a pas de nom. Et la jeune fille, en fait, dont il va tomber amoureuse, elle vient d'arriver des États-Unis. C'est la fille, en fait, de deux Égyptiens qui ont émigré aux États-Unis, milieu très bourgeois. Elle vient au Caire, en fait, elle va vivre dans l'appartement d'une amie de sa mère. Donc, quand je dis improbable, bon, là, sans parler de lutte des classes, on est carrément au-delà. Mais le jeune homme, en fait, lui, a été le photographe, un des photographes du printemps arabe. Alors en fait, je m'explique, c'était à l'époque, il fallait des photos de la place Tahrir. Donc, bah, il y a plein de gens en fait qui prenaient des photos, les chaînes américaines ou les chaînes de télé leur achetaient des photos ou les magazines et tout. Donc, il s'est un peu improvisé photographe et on le voit tout le temps se balader avec son appareil photo, même si le printemps arabe 2011, ça fait très longtemps qu'on est à peu près 10 ans après. Donc c'est à la fois un portrait désopilant du Caire, très triste parce qu'on voit en fait que ben, cette révolution en fait n'a pas vraiment porté ses fruits et qu'elle a créé énormément de pauvreté, énormément de tensions raciales, de tensions évidemment religieuses. La société s'est complètement crispée, presque refermée encore plus qu'avant sur elle, énormément de pauvreté, de dénuement. Et cette rencontre, en fait, cette histoire improbable, d'un amour improbable, en fait, on s'aperçoit que ce jeune homme, en fait, qui est né en Égypte, est aussi éloigné, en fait, de la réalité égyptienne kérote que cette jeune femme qui arrive des États-Unis, donc à des milliers de kilomètres de l'Égypte. Et donc, c'est vraiment un roman qui est écrit avec énormément d'humour. Mais évidemment, la toile de fond est très triste. Et donc, on assiste à une vraie histoire d'amour, donc très improbable. Une histoire d'amour, évidemment, qui va pas forcément, enfin, on voit son évolution, pas forcément très heureuse, vous vous en doutez, mais c'est vraiment des questions sur l'identité. Euh, voilà, en fait, quand on est né à des milliers de kilomètres, qu'on revient dans le pays de ses parents, en fait, on est complètement étranger. En plus, elle a la boule à zéro, dont personne ne comprend. Elle n'a pas du tout les codes, mais elle a de l'argent. Et lui, ben, voilà, c'est un type en fait qui est complètement drogué, junkie et tout.
qui n'a plus d'argent, qui s'est complètement perdu, et en même temps, ces deux-là vivent une passion torride. Et donc, c'est tout ça, en fait, que ça interroge. Donc, c'est un roman qui est très intéressant, qui a eu beaucoup de prix, et qui, en France, voilà, beaucoup de libraires m'ont demandé les services de presse, il a beaucoup intrigué. Et donc, voilà, un Égyptien peut-il parler anglais? Rodney, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je voulais te dire une chose, c'est un roman assez difficile pour moi parce qu'au départ, on avait peur, c'est un livre traduit, donc on avait peur, vraiment peur de la réception et puis j'ai été agréablement surpris que ce livre a été considéré pratiquement comme un chef-d'œuvre et au Canada où la question, le Québec par rapport au Canada anglais, c'est très, très difficile la relation parce que c'est comme le Canada anglais, c'est comme des colons, voilà des Anglais qui viennent, etc. Et ce qui est peut-être intéressant dans ce livre, moi je dirais aussi c'est un livre générationnel, un livre pratiquement décolonial, des jeunes femmes de moins de 30 ans. C'est un premier roman et c'est des universitaires, c'est des gens vraiment bien formés. Mais c'est un livre qui remet en question aussi les privilèges même de ceux et celles qui pensent qu'ils vont révolutionner. Et ces gens-là se trouvent face à leur impuissance. Et j'aime beaucoup, c'est un livre plein de vérité. Et c'est aussi, c'est-à-dire que moi, dans ce livre-là, ce qu'elle interroge beaucoup, c'est ses privilèges. C'est très facile pour elle, en tant qu'Égyptienne, dont le père est dentiste, la mère est... Donc, c'est une bourgeoise qui débarque en Égypte et elle s'est vue complètement comme une étrangère. Avant, elle pensait qu'elle était égyptienne, mais comment assumer cette identité-là? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit, elle ne comprend pas ce qu'elle vit, elle ne comprend pas la langue. Et c'est d'où le titre, un Égyptien peut-il parler en fait l'anglais? C'est-à-dire que elle est un complet déphasage, c'est-à-dire que elle peut être une femme révoltée, elle peut être décoloniale à Washington, elle peut être à New York, et ce qu'elle veut, mais arriver en Égypte, arrivée au Caire, elle ne peut qu'être, elle ne peut qu'être humble, humainement. C'est-à-dire ses idées sur la révolution, ses idées sur le vivre ensemble, ses idées décoloniales ne fonctionnent plus par rapport à ce qu'elle voit. Et par exemple, elle prend un chauffeur de taxi, le chauffeur lui parle parce qu'elle a la tête rasée, le chauffeur lui parle, et puis après 7 kilomètres, elle doit payer 2 dollars américains. Elle dit, mais est-ce que je peux, si j'étais à New York, je n'aurais pas accepté ce discours, mais quand je fais 7 kilomètres, je paie 2 dollars américains. Est-ce que moi, je peux haranguer ce chauffeur? Elle dit, si je le fais, ça s'appelle privilège. Donc, je pense que c'est intéressant, cette espèce de retour sur soi, de retour sur nos privilèges. Et c'est l'une des premières fois que j'ai vu au niveau de cette génération-là qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi, je suis non-binaire, je suis tel type je suis racisé, j'ai raison et je pense c'est un roman très nuancé. Et le roman est fait à partir de petits, ça commence avec vraiment des petits, tous les chapitres commencent avec une petite phrase et la narration va illustrer. C'est une question qu'elle pose et qu'elle essaie de répondre à la question. Donc, je pense que c'est une construction très, très intelligente et je pense que les gens qui ont lu ce roman, on a eu une réception critique fabuleuse de ce roman. Donc, j'ai été agréablement surpris de la réception de ce roman et de la vérité. Une espèce de, je dirais, c'est un roman d'une éthique, d'une franchise extraordinaire. Donc, qui nous surprend vraiment. Oui, puis beaucoup, beaucoup d'humour, en fait, dans Oui, les descriptifs, notamment du Caire, quand elle ouvre les yeux, qu'elle ne comprend rien dans cette vie. Il y a vraiment des pages d'anthologie, là, hein. oui.
Donc ça, c'est un roman qui est sorti le 24 janvier, le même jour que Benoît Blues. Et là, le 7 mars, est sorti Petite ville de Melika Abdelmoumen. Il y a beaucoup de post-it parce que je prépare une rencontre avec elle. Donc Melika Abdelmoumen, peut-être certains d'entre vous ont lu Baldwin, Styron et moi, qui était un essai littéraire qu'elle avait écrit en 2022, dans lequel elle questionnait beaucoup le thème de l'appropriation culturelle, beaucoup son identité de québéco-tunisienne. Baldwin et Styron, l'histoire d'une énorme amitié entre un descendant de propriétaire d'esclaves et un descendant d'esclaves, donc quelque chose qui a vraiment beaucoup, beaucoup marqué la critique et les libraires. Et là, elle revient avec un roman, Petite Ville. Alors, Petite Ville, en fait, elle va parler d'une zone. La zone, en fait, c'était un endroit où il y avait une usine qui s'était installée pour recycler des métaux. Et autour de cette usine, s'est créée une espèce de zone dans laquelle on a érigé des maisons, on a fait dormir, ont habité là des ouvriers, des cadres. Et puis petit à petit, cette usine a dû partir pour aller recycler ailleurs parce que, évidemment, écologiquement, c'était pas très bon. Et cette espèce d'endroit donc a complètement périclité et ne sont restés que des gens en fait qui sont très très pauvres. Donc en termes de santé, vous doutez bien que complètement exposés à des choses pas très bonnes dans l'air et dans l'eau. Et Simon est un journaliste en fait qui est né dans la zone. On comprend qu'il s'est passé des choses dans sa famille. Il a été recueilli par l'équivalent d'une assistante sociale chez nous qui travaillait sur la zone quand il était petit, quand il avait 5 ans. Et il a été recueilli avec Mia, une petite fille qui avait 8 ans. Et donc, ils ont grandi ensemble aux côtés de cette travailleuse sociale, cette assistante sociale. Simon et devient journaliste et il dénonce évidemment la collusion entre le pouvoir local, les politiques locaux et puis les médias. Donc, c'est extrêmement d'actualité, évidemment. Et à un moment donné, on le retrouve mort, assassiné, à un endroit. En fait, cette zone en fait, est devenue entre-temps un parc d'activités, un parc où on fait du golf, on fait des activités évidemment flamboyantes. Et on le retrouve assassiné. Et donc, il y a une enquête qui est menée, mais surtout, Mia, donc sa sœur d'adoption, va mener l'enquête avec quelqu'un d'autre. Et il y a en fond d'histoire donc un type qui s'appelle Hugues Bonnefoy, qui est vraiment à la tête d'un empire médiatique et qui est également un très grand politique de la région. Donc en fait, sur fond d'enquête policière, c'est un roman social et évidemment qui dénonce, enfin ça rappelle énormément, énormément de figures qu'on voit actuellement dans le paysage politique et médiatique. Je pense au Bolloré Co, je pense à Mathieu Boccoté qui sévit sur CNews. En fait, ça interpelle un peu tout ça. Donc c'est lu, c'est très bien écrit, c'est très très facile à lire et en même temps ça dénonce énormément de choses. Et chaque chapitre et en fait, il y a une espèce entre chaque chapitre, il y a une archive. Donc, soit une interview de Simon, soit une interview de Hugues Bonnefoy, donc ce grand capitaine des médias. Voilà, ou une description de la zone. Donc, c'est quelque chose qui est très vivant. Et en même temps, voilà, Melika, qui est quelqu'un de très engagé, raconte énormément de choses et dénonce énormément de choses. Et c'est donc un roman très, très actuel avec ce qui se passe dans le monde. Rodé, Il faut réactiver le micro, Rodney. tu veux dire quelque chose ou pas? Bon. Alors, l'envers de la peau, qui paraît le 11 avril, très important, c'est de la littérature traduite. L'envers de la peau, c'est de Jefferson Tenorio, qui est un écrivain brésilien qui vit à Porto Alegre, au Brésil. Alors, je vais lire, ça sera plus simple. Ce qu'ont écrit, je crois, les traductrices, en fait. Euh, C'est avec les derniers souffles de l'hiver 2023-24, entre Montréal et Paris, que cette édition en français de, alors je ne parle pas du tout portugais, O Avesso da Pele, a commencé à prendre sa forme finale. Le contraste avec l'été brésilien était d'autant plus saisissant que s'embrasaient en même temps et aux quatre coins du pays d'âpres débats autour du roman qui a été censuré.
En effet, c'est au cours de cette même période que des centaines d'exemplaires du livre ont été retirés des bibliothèques municipales et scolaires de plusieurs États brésiliens, dont celui du Rio Grande do Sul, où se déroule l'essentiel de l'intrigue, sous prétexte que le texte contenait des expressions vulgaires qui seraient inappropriées pour des jeunes de moins de 18 ans. Ces actes de censure étaient orchestrés par des administrations d'extrême droite, hélas encore bien incrustées dans le paysage politique, en dépit de la défaite de Bolsonaro aux urnes nationales en 2022. Bien entendu, leurs arguments moralisateurs ne pouvaient que mal dissimuler leur motivation réelle. Il s'agissait de soustraire au regard et en définitive de faire oublier les questions infiniment plus fâcheuses qu'aborde Jefferson Tenorio dans son roman, à savoir les violences structurelles infligées aux Noirs du Brésil, qui vont du profilage racial jusqu'aux bavures policières, des discriminations à l'embauche jusqu'aux inégalités en matière d'accès à l'éducation et au logement, de l'hypersexualisation des corps jusqu'à la déshumanisation des êtres. Autant de ramifications d'un engrenage d'abus et d'exploitation qui aura duré presque 400 ans et n'aura jamais été véritablement démantelé à nos jours. Donc c'est un roman qui a fait énormément de bruit, qui a fait scandale. Il n'est plus censuré, il est même sur la liste des écoles, mais il dénonce complètement le racisme systémique au Brésil. Donc en fait, c'est l'histoire d'un... C'est raconté en fait... c'est un roman qui est très choral. Et, le prof, donc c'est un prof qui est assassiné par la police parce qu'on l'a pris pour un autre. C'est un homme noir. Et donc, de temps en temps, c'est son fils qui va parler. Des fois, c'est lui. Des fois, on comprend l'histoire de sa femme. On remonte aussi aux familles. Et tout le temps, cette espèce de violence, de racisme systémique, de l'empêchement à l'éducation. Lui, il est devenu prof, mais presque par hasard. Il a il a dû passer énormément d'obstacles pour devenir prof. Et son fils, en fait, l'envers de la peau, c'est son fils, en fait, qui va remonter un peu. C'est comme on sait, en fait, on remontait un peu l'horloge du temps. Il essaie de comprendre, en fait, ce qui a amené à cet acte, donc, de l'assassinat de cet homme qui n'était pas là. Oui, quelque part, il n'était pas à l'endroit où il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et, et surtout, tout le temps, donc, le fils aussi le vit, la mère l'a vécu, ses arrêts, ses contrôles d'identité qui peuvent aller très loin. Donc, on pense à l'affaire George Floyd, on pense à vraiment plein d'hommes et de femmes qui ont vécu ça. Et donc, on remonte en fait tout ça, on essaie de comprendre, de décrypter ce qui a amené en fait à cet acte final et ultime qui fait qu'il est mort, qu'il a été assassiné. Et donc, c'est un roman qui est très fort. Euh, on parle beaucoup de la cause des femmes, complètement empêchées, victimes de violences. Donc, c'est un roman à la fois très fort, en même temps, il y a parfois de l'humour. On comprend énormément de choses de la culture brésilienne. Et donc, c'est un roman qui a été censuré parce qu'il faisait scandale, mais il a été sorti des listes de la censure. L'auteur va venir à Étonnant Voyageur à Saint-Malo en juin. Donc c'est là aussi un accueil. Vraiment, les libraires m'ont demandé beaucoup de livres, beaucoup de services de presse. C'est un roman en fait qui a fait du bruit au-delà de l'océan puisque il était connu presque avant qu'on l'annonce. Rodney, si tu veux en parler. Oui, c'est un roman qui est avec le scandale. Et le roman est devenu un best-seller au Brésil. Donc, le roman est dans toutes les mains au Brésil. C'est un roman phénoménal au Brésil. Et ce qui est beau, c'est la structure du roman. Le roman, c'est la relation d'un père avec son fils. C'est comme un roman d'initiation où l'on entend le père et le fils sont complètement ensemble en dialogue. Et c'est comme, à fond, comme le père était prof et le père enseignait à des enfants qui sont complètement inadaptés, des enfants noirs. Et en fond de tout ça, on a des livres de Dostoevsky, on a toute la bibliothèque du père qui passe. Donc, c'est un roman qui a beaucoup de succès au Brésil dans les écoles. Et l'auteur va venir aussi à Montréal dans un festival qui s'appelle Métropolis Bleu. Il va passer à Mémoire d'un crier.
Donc, l'auteur est très important. Et Sophie a parlé de Black Lives Matter. Donc, je pense que c'est l'équivalent de Black Lives Matter à, en fait, le mouvement qui crée ce livre, c'est l'équivalent de c'est quoi la condition noire, c'est quoi être noir au Brésil. Et c'est pas fait sous le mode en fait, de la complainte. Et c'est vraiment parce on est tellement habitué au réalisme magique avec le Brésil. Donc, je pense que c'est un contrepoint à tout le réalisme magique auquel on était habitué. Donc, il y a quelque chose de très vrai, de très vivant, surtout dans les relations entre Noirs et Blancs au Brésil, surtout dans la réaction de l'extrême droite avec Bolsonaro qu'on a trouvé, tout est dans ce livre-là. Donc, je pense que c'est un livre qui nous donne la mesure exacte de ce qu'on vit au Brésil actuellement. Et beaucoup, une présence très forte des femmes, des Oui, relations de couple. La mère, donc la femme d'Enrique, qui est le professeur qui se fait assassiner, donc la mère de Pedro, je crois qu'il s'appelle Pedro, le fils. Et donc les histoires d'amour de Pedro, les histoires d'amour d'Enrique, toujours voilà, avec des blanches. Voilà, là par contre, la couleur, on la connaît, la couleur des personnages, c'est pas du tout comme dans Benoît Blues, où moi ce que j'ai adoré, c'est qu'à des moments, on ne sait plus quelle est la couleur des gens. Moi, c'est ce qui m'a vachement plu dans Benoît Blues, parce qu'il n'y a aucune assignation et c'est ce qui est génial. Là, par contre, les personnages sont très clairement posés et c'est tout le temps l'empêchement. Rouleau compresseur, on est contrôlé en permanence au faciès. On fait une partie de foot à un endroit, c'est un quartier un peu favorisé. Allez, les flics s'arrêtent, on est délogé. C'est vraiment, c'est vrai que c'est une image du Brésil qui est vraiment déplorable, ça c'est clair, une violence énorme. Et en même temps, ce père qui est droit dans ses bottes, qui questionne quand même, il est enseignant, il adore la littérature, mais quand il est face à ses gamins, il sait plus par quel bout prendre les choses, mais il tient, et finalement, il a quelques petites victoires parce qu'il est extrêmement humain, puis qu'il est comme eux, au fond, il sait ce qu'ils vivent. Et donc, c'est un roman qui est d'une humanité absolue, vraiment, et qui dit les choses, voilà, donc l'envers de la peau, 11 avril en librairie. Et je voulais préciser que Jean-Christophe sera à la librairie Calypso pour les Parisiens le 18 mars à 19 heures et au Salon du Livre africain dimanche prochain, le 16 mars. Il y aura une table ronde pour les diasporas à 16 heures et il sera en dédicace aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, Sophie parlait des prénoms dans Benoît Blues. C'est vrai qu'il n'y a aucune assignation justement par les prénoms. Et c'est vrai qu'on a l'impression que on ne sait plus la couleur et peu importe, ça n'a aucune importance de savoir finalement la couleur de chaque personnage. Le propos n'est pas là. Et c'est vrai que c'est un choix fort aussi de votre part. On a tendance souvent à avoir des romans extrêmement clichés, notamment à travers les prénoms, et on sait à peu près véritablement la couleur ou la religion d'un individu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve que là, il y a un véritable contrepoint avec Benoît Blues. Euh, si vous voulez réagir par rapport à ça, Jean-Christophe, parce que j'ai encore deux dernières questions pour vous. La première, c'est véritablement comment on écrit un tel roman, dans quel état on finit d'écrire ce roman-là. Il y a beaucoup de thématiques extrêmement difficiles. Il y a de la lumière aussi, mais dans quel état on finit d'écrire ce roman? Et la deuxième question étant plus futuriste, puisque j'aimerais vraiment savoir si vous avez déjà recommencé à écrire ou s'il y a déjà un projet en cours littéraire. J'imagine qu'au cinéma et au théâtre, oui, mais littéraire, est-ce qu'il y a déjà encore, est-ce que ça vous a donné de l'appétit pour aller encore plus loin en littérature? Alors, alors la première question, c'est par rapport au prénom. Euh, Bah oui, oui, effectivement, moi je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant de plus savoir quelle couleur a telle ou telle personne et tout ça par rapport au prénom. Enfin voilà, ça veut plus rien dire. Enfin, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui existe et qu'on voit, voilà, qu'on peut voir souvent. Puis voilà, moi par exemple, je m'appelle Jean-Christophe, donc
quand j'envoie un message ou un mail, on s'attend pas forcément à ce que, voilà, à ce que je sois noir ou je sais pas. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Puis aussi, je pense, bah, ça, ouais, ça raconte aussi la colonisation voilà, le fait, ou l'évangélisation, voilà, le fait de se retrouver avec des prénoms francophones alors qu'on on l'est pas forcément et tout ça. Et donc, ouais, ça. Mais c'était pas quelque chose de volontaire, je pense. Après, au niveau de brouiller les pistes par rapport à la couleur de peau, oui, mais par rapport au prénom, j'ai pas pensé. Je voulais vraiment trouver des prénoms qui soient à la fois vraiment de notre génération, enfin voilà, de la génération de FIFA, le FIFA 94, quoi, et puis même par rapport au prénom des enfants, enfin voilà, quelque chose voilà, de vraiment ancré dans aujourd'hui ou dans hier, quoi. Ensuite, la deuxième question, j'ai oublié. C'était. Et dans quel état finalement vous avez terminé le livre? Est-ce Bah, que vous c'est avez fait souffert? Comment? Est-ce que vous avez souffert? Est-ce que c'était éprouvant? Quelles émotions vous ont parcouru? Comme déjà, il y a eu plusieurs versions. Je dirais qu'il y a eu vraiment trois versions pour moi. Donc, il y a eu la première que j'ai finie justement que j'avais envoyée à FF justement avant qu'elle meure. Et voilà. Puis donc, ça, c'était vraiment un truc voilà, j'étais vraiment heureux, soulagé. J'étais ému aussi de dire au revoir à ces gens. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je voulais plus faire mourir Benoît parce que je m'y étais attaché. Je me disais, bah non, faut pas qu'il meure et tout. Et je dis, bah non, bah ça a commencé comme ça. Enfin, c'est le but, donc ouais, forcément. Donc voilà, c'était un peu triste. Mais il se passait des choses voilà, très différentes dans cette première version. Et, et après, oui, de replonger, parce que ouais, ça a été assez éprouvant de replonger dedans l'an dernier voilà, pour vraiment tourner, enfin voilà, pour mettre, je sais pas vraiment un point final, quoi, mais voilà, j'ai dû me replonger déjà dans cette histoire, dans l'état dans lequel j'étais, tout ça, et puis et d'écrire voilà, une nouvelle fin. Ça a été ça a été assez éprouvant, ouais, je dirais, la dernière version, la version finale. Et dans ce sens-là, oui, bah, que ce soit Rodney voilà, qui est parti là, mais voilà, ou d'autres. Voilà, ou d'autres personnes de mémoire d'encrier, aussi de quelques amis qui ont lu le texte et qui m'ont fait des retours. Voilà, ça m'a aidé. Mais c'est vrai que c'était assez vertigineux, quoi. Ouais. Donc on en ressort un peu éprouvé, et puis en se disant que ouais, bah, c'est bon, quoi, on va s'arrêter là. On n'écrira pas autre chose, quoi, parce que ça calme, quoi. Et, euh, et après, bah pour le futur, bah après, oui, de toute façon, moi, j'ai toujours besoin d'écrire, quoi. Donc, je suis en train de gratter des choses. Après, j'ai quelques petits projets, tout ça, mais c'est encore assez flou, quoi. Et c'est vrai que c'est assez particulier de se plonger dans une autre histoire et à la fois d'être renvoyé aussi à l'histoire de Benoît. Enfin, je, je suis un peu perdu. Mais oui, oui, j'ai envie de raconter plein de choses encore. Alors après, voilà, voilà, je continuerai d'écrire quoi qu'il arrive, quoi. Après, voilà, est-ce que je serai republié? On verra, quoi. Mais en tout cas, je vais continuer à m'amuser à écrire des histoires, ça c'est sûr. Ouais. Eh bien, on vous souhaite le meilleur, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci Sophie, Rodney qui est parti et qu'on embrasse. Merci à tous les trois pour ces présentations que vous avez faites. Vous avez vu que vous repartez pas forcément avec un seul livre, vous allez peut-être repartir avec quatre pour le coup. Donc voilà, tant pis, c'est comme ça. Tant pis pour vous. Pour le coup, Jean-Christophe, on vous souhaite vraiment le meilleur parce que ce livre-là, il est vraiment particulier, il est singulier, il a une telle énergie et une telle nostalgie à la fois. J'espère vraiment qu'il trouvera son public. En tout cas, comptez sur moi. Voilà. Merci infiniment à tous les deux et à Rodney. Merci, Au bonne revoir à soirée. tous. Une très belle soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.